tout le monde. Alors, Roger Zurcher, je suis ingénieur agronome et j'ai travaillé plusieurs années. J'ai habité au Tchad, travaillé sur une ferme. J'ai géré comment on appelle, une exploitation agricole. Je ne l'ai pas fait en Suisse. J'ai fait ma formation en Suisse. En Suisse, j'ai seulement 600 mètres carrés de terrain, donc je ne suis pas paysan en Suisse. Mais j'ai des abeilles, donc je suis un petit peu éleveur, si on veut. J'ai quand même 200 000 animaux, c'est pas mal quand même. Je voulais demander d'abord, qui parmi vous était là l'année passée? Parce qu'on a traité un petit peu de certaines questions qui ressemblent à... Oui? Ok, bon. Vous me direz si je me répète trop. Et deuxième question, qui est agricultrice ou agriculteur parmi vous? Il n'y en a pas. Par contre, qui produit un peu de légumes, qui mange quelques petites choses qui te fait pousser? Voilà, génial, ben voilà. Beaucoup de producteurs, super. Ok, alors je me réjouis beaucoup de partager ce thème avec vous, puisqu'on parle de la terre et tout vient de là, ce qu'on mange et ce que nous sommes aussi en bonne partie. Hein. Alors j'ai mis une photo d'un petit garçon ici avec son zébu. Et la réconciliation avec la nature, ça peut passer dans le cadre de l'agriculture, avec la réconciliation avec ces animaux avec qui on travaille, mais aussi avec les plantes et même avec les animaux qu'on ne voit pas, les micro-organismes hein, ou bien les micro-champignons. Tout ça, ça fait partie de cette réconciliation. Je commence par une référence biblique. Nous sommes très attachés au fondement biblique, hein, à Stop Pauvreté et toutes les ONG participantes. Donc, on a cette parole où on voit que Dieu, en réalité, est très satisfait de sa création. Hein. Là, j'aurais pu prendre d'autres passages, mais c'est le passage où il est dit qu'on reçoit pour nourriture toute herbe des champs, etc., que ce soit pour les humains ou pour les animaux, et qu'en réalité, la création, tout l'univers est quelque chose de très bon que Dieu agrée. Et tout de suite après ça, on continue la lecture de la Bible et puis on tombe sur le chapitre qui suit la chute et on a cette fameuse parole qui concerne la terre, donc notre thème d'aujourd'hui, la malédiction du sol. Je maudis le sol. Tu te fatigueras pour tirer ta nourriture de la terre, etc. Le sol produira des ronces, des plantes épineuses, etc. Donc ça sera difficile. Tu vas transpirer et ça va être comme ça jusqu'à ta mort. Donc on a déjà quelque chose qui s'est cassé. Hein. Au début, on a cette création qui est magnifique, qui est bonne, et il y a suffisamment à manger, tout est prévu, tout est organisé pour que tout se passe bien. Là, il y a un problème. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, de Dieu avec les humains, il y a différentes alliances qui se créent, différentes modifications hein, de cet ordre lié à Genèse 3. Là, je prends juste l'exemple avec Noé, où on a cette alliance où Dieu dit qu'il n'y aura plus jamais un jugement qui va éliminer toute vie sur la terre. Hein. Donc c'est une sorte de promesse qu'on peut garder pour nous. Et il y aura d'autres alliances jusqu'à la nouvelle alliance. Je n'ai pas pris de référence du Nouveau Testament, mais vous connaissez ces textes de la restauration de toutes choses, qui veut dire aussi, moi je le comprends comme ça, qu'on va retrouver cet état initial où le mal n'était pas présent. Et c'est notre espérance aussi en tant que producteur de nourriture, en tant qu'agriculteur. Là, on se bat pour l'instant avec des conditions difficiles, comme il est dit, on transpire, mais on est dans un mouvement où finalement on va se retrouver avec l'état où on va vivre cette abondance. Mais de la même façon, je dirais que la relation à Dieu a été coupée lors de l'irruption du mal dans l'univers et que cette relation peut être restaurée. Moi, je pense que de la même façon que cette malédiction sur le sol est arrivée, elle peut être aussi supprimée. Et on peut retrouver l'harmonie avec le reste de la nature, avec les autres êtres vivants, ou même le reste de l'univers. Parce que si on peut restaurer cette relation coupée avec Dieu, toutes les autres relations, avec nous-mêmes, avec l'autre et avec la terre, sont aussi restaurées. Et pas seulement dans le futur, mais déjà maintenant. En partie, bien sûr en partie, mais déjà maintenant. Et en fait, ce que j'aimerais présenter, c'est un petit peu de quelle façon cette restauration de la relation à la terre se manifeste concrètement et pratiquement dans les pratiques même culturelles. Mais avant d'arriver là, quels sont les défis actuels par rapport à cette question de nourrir le monde? Premièrement, la question de la population. On va passer
9 milliards selon certaines études. Entre-temps, on a passé à 10, maintenant il y a des études qui parlent de 12. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas aller à 30 ou 50. Hein. Il y a un moment donné où ça va s'arrêter puisque l'augmentation de la population est ralentie, donc elle augmente encore, mais moins vite qu'avant, et elle va s'arrêter à un moment donné. Mais le défi, ça va quand même être de nourrir plus de gens qu'actuellement, puisqu'on n'est pas encore à 8 milliards. Ensuite, on a le changement climatique. Aujourd'hui ou hier, il y a eu d'énormes manifestations dans le monde entier. C'est quelque chose qui est aujourd'hui plus contesté. Par contre, c'est l'augmentation en termes de degrés de température qui n'est pas encore claire. Hein. On parle de limiter à 1,5 degré, mais c'est plus vraisemblablement au-delà de 2 qu'on va aller. Certains parlent même de planète étuve et de 7 degrés. Hein. Donc on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Il y a une diminution des terres arables qui se produit en Suisse, mais dans le monde entier, c'est un peu le même phénomène partout. Donc si on doit nourrir plus de gens avec moins de terre, il y a quand même un petit problème. Ça, c'est aussi une chose qu'on devra traiter. J'ai mis ici une phrase en rapport avec, quelque part, la marchandisation de l'agriculture, le fait que l'agriculture n'est plus tellement, pour une bonne partie de son activité sur la planète, une activité liée à quelque chose de social et à un ancrage sur une terre, mais est devenue une activité économique comme une autre. Et ça pose de gros problèmes dans la gestion. On va le voir en partie. Le fait aussi que la majeure partie de la nourriture consommée par les humains sur la planète est produite par des petits exploitants ou petites fermes familiales qui ne sont pas soutenues, puisque les subventions, les aides et les programmes d'appui à l'agriculture sont souvent pour les gens qui ont plus de 2 hectares. Quand on parle de petits paysans sur la planète, on parle de moins de 2 hectares. Qui parmi vous a de la terre? Ouais. Qui parmi vous a plus de 2 hectares? Oui, voilà. Donc, c'est déjà plus un petit paysan selon les normes mondiales. En Suisse, c'est petit, c'est sûr. Mais au niveau de la planète, les petits, c'est les moins de 2 hectares. Et donc, le défi, ça va être comment produire plus avec moins. On a vu, il y aura plus de monde, il y aura moins de terre. Et le changement climatique va faire que les terres seront moins productives, ou disons qu'il y aura une diminution de la production, c'est prévu. Donc comment on va faire tout en étant moins polluant et en préservant la biodiversité? Ça a l'air assez impossible, mais c'est possible. Juste un rappel, voilà la carte de cette année. Chaque année ça change bien sûr, mais les statistiques de l'ONU nous montrent ici la carte des personnes qui ont faim, qui sont en sous-nutrition. Donc selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il faut avoir un certain nombre de kilocalories par jour pour être en dehors de cette statistique. Et la sous-nutrition, c'est quand on a moins de 2100, après ils ont révisé, parfois 2100, parfois 2400 kilocalories par jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école secondaire, quand on apprenait les kilocalories, quand on est bûcheron, on nous disait qu'il en faut 8000 par jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Puis quand on est au bureau, ça fait 3000. Mais la FAO calcule à moins de ça. Donc c'est-à-dire que si on changeait le calcul, la façon de calculer, il y aura encore bien plus de monde. Ça dépasserait le milliard. Mais là, on est à 820 millions qui n'ont pas ce nombre de calories par jour, donc qui ont une sorte de faim diffuse tout le temps. Et dans certains pays, il y a plus de 35% de la population qui subissent cette souffrance. Donc ce sont les pays en rouge foncé. Là où j'ai habité pendant plusieurs années au Tchad, vous voyez, c'est en rouge foncé. Il y a d'autres pays aussi. Selon les années, ça change. Là, dans cette carte, il y a Madagascar aussi, il y a quelques pays d'Afrique australe. Si vous regardez en Amérique latine, il n'y a plus de pays dans le rouge foncé, sauf Haïti. C'est tout petit, on ne voit pas très bien. Mais c'est aussi ce qui justifie, entre autres, certaines modifications de politique, comme la coopération suisse qui supprime ses programmes bilatéraux avec l'Amérique latine. Il n'y aura plus d'aide parce qu'on considère que les pays se sont suffisamment développés. Et en Asie, vous avez encore des pays surtout marqués par l'insécurité où on est dans le rouge, comme l'Afghanistan. Donc les besoins les plus importants de production de nourriture, c'est là où, par rapport à cette échéance de 2050, quand la population humaine atteindra son maximum sur la planète, c'est surtout lié dans les pays où l'augmentation de la population sera la plus forte, donc en Afrique.
Et c'est dans ces zones qu'on va trouver aussi le plus de sols dégradés. Donc là, de nouveau, le défi est maximum, parce que c'est là où il y a le plus de besoin d'augmenter la production, qu'il y a le plus de risques liés à la dégradation des terres. La dégradation des terres veut dire qu'il y a de l'érosion, veut dire que la couche d'humus qui est à la surface du sol, qui est parfois très très fine, parce que la minéralisation, donc la transformation de la matière organique est très rapide dans les sols, dans les régions tropicales à cause de la chaleur, et donc ils sont très sensibles à l'érosion, ces sols, et c'est dans ces zones où il y a cette érosion maximale qu'on devra aussi produire plus. Donc voilà encore un défi. Là, je vous ai brossé en quelques secondes, quelques minutes, un peu la situation et le défi de la planète. Et on va faire une petite interruption pour que vous puissiez maintenant intégrer ça avec un extrait de film. On a, avec notre organisation Food for the Hungry, on travaille donc depuis de nombreuses années avec des paysans qui font partie de ces petits paysans donc, qui cultivent moins de 2 hectares et qui font vivre leur famille là-dessus. Hein. Des familles avec 5-6 enfants parfois, ou même en moyenne. Et on va voir un petit peu comment ces paysans travaillent et puis comment ils ont adapté leurs pratiques. Vous verrez déjà des exemples concrets par rapport à ces menaces de changement climatique, dégradation des terres, etc. Alors je vous montre un petit extrait et on reparle après. igituma nakoze nyabarega yo hejuru nashatse kwikora kubera yuko nyabarega yo hejuru irimwo ibyunyunyu byose uyikoresheje nta mavu y'ikizungu ushobora gukoresha kandi igituma nari kumwe n'abajya twari kumwe twayifashanije kuyikora bajya nabanywanyi nigishije kugira nabo bace babikora mu muhiri wabo. Hageze no gusasira turasasira turi kumwe bacabona havuye umwimbo mwinshi cyane mbere ni nahajya twari twamye kare kuraba kuko mwabonye ko hari umwimbo mwinshi w'ibigori byabanezereye cyane kuko babonye bifise akamaro. Nukuvuga umwana uko ashobora kumubwira ukuntu ashobora gufata isi ashobora kurifata neza nkamwisha ko yo ikingira nkukura agatera ku biti bibana n'indimo ateragiye akayisasira kugira nayo imuha umwimbo. Cette parcelle, il y a 6 ans, il n'y avait rien du tout. C'était un champ comme à côté. Et puis on y a planté des haies indigènes. On a fait des buts de permaculture parce que la terre était mauvaise. Après plus de 60 ans d'agriculture conventionnelle et chimique, la terre était pauvre, elle était extrêmement dure, sans aucun ver de terre. Elle n'était pas aérée, elle était compacte. Donc avec ces buts de permaculture, ça m'a permis d'améliorer ma terre et de l'améliorer encore au fil des ans maintenant. Pour moi, il y a un mot qui résume tout ça, c'est le mot humus, qui a la même racine latine que humilité et humanité. Et là, pour moi, il y a la clé
ouais, de beaucoup de choses. C'est que cet humus, en fait, il s'est créé au fil des millénaires. À la base, il n'était pas là. Et nous, on doit notre survie à cette couche d'humus, qui est à certains endroits très fine, à d'autres endroits un peu plus épaisse. Mais si on continue de la maltraiter, comme on le fait maintenant, on ne va pas survivre, ça c'est sûr. Ce qui renvoie à l'humilité, dans le sens qu'on s'est extrait de la nature pour la piloter de l'extérieur. Et là, il faut vraiment qu'on s'y remette à l'intérieur, dedans, pour la sentir, la palper, la respecter. Et la permaculture, c'est un axe fort, remettre l'homme au milieu de l'écosystème. Le paillage, c'est vraiment une méthode hyper importante en permaculture, en agroécologie, ne jamais laisser la terre à nu. Et on redonne à la terre ce qu'elle nous donne en légumes, on la nourrit et on la paille pour que l'eau reste bien dans le sol, pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. En faisant le paillage, le sol est protégé contre les intempéries. Et les pluies fortes et le soleil, c'est dire que le sol est vraiment bien protégé. Je protège mon sol contre l'érosion en créant les haies anti-érosives. Sur ces haies, je plante le Penicetum. Ce Penicetum va servir d'alimentation au bétail. Et le bétail va me donner du fumier pour la culture. C'est-à-dire que c'est un cycle. Sans faire les techniques d'agroécologie, nous devenons des tueurs. Avec l'agroécologie, nous cohabitons avec la terre, nous cohabitons avec l'entourage. En travaillant le sol, on essaie de ne pas détruire. Je fais du bien au sol, à la terre, parce que la terre, elle est enrichie. Elle aussi, elle me donne de bons résultats. Moi et la terre, nous sommes en fait des amis. Je suis fidèle à ma terre, tout comme elle est fidèle à moi. C'est une bonne réconciliation alors. Dans cet extrait ou dans ce premier chapitre de film, vous avez déjà vu quelques solutions qu'on peut proposer. La couverture du sol permet de le restaurer, le travail du sol minimum, l'association avec l'élevage, le fumier permet aussi d'améliorer la fertilité du sol. C'est des choses assez basiques, mais qui ne sont pas forcément pratiquées partout. Donc c'est déjà une révolution quand on peut faire tout ça à la fois. Je reviens à ce que nous disions. On parlait des petits paysans. Et vous voyez dans cette estimation ici, dans la première ligne, qu'à peu près la moitié des terres arables sur la planète sont cultivées par des fermes plutôt mécanisées, qui pratiquent une agriculture mécanisée, et des fermes qui travaillent avec la force humaine seulement, ou éventuellement la traction animale. C'est à peu près la moitié des terres pour chaque système. Mais si vous regardez plus bas, vous voyez que les surfaces disponibles par ferme sont très différentes. On a une moyenne de 100 pour les fermes mécanisées sur la planète et 1,3 hectare seulement pour les fermes où on travaille à la main ou avec des animaux.
Et vous voyez aussi que la production est plus importante sur les fermes mécanisées que sur les fermes à la main. Et au niveau du rendement aussi, vous avez 3 tonnes à l'hectare en moyenne, hein, pour les fermes mécanisées et 1 tonne à l'hectare pour les fermes qui cultivent à la main, avec une moyenne de 2. Et en fait, pour résoudre le problème de la production, puisqu'on doit augmenter la productivité donc par unité de surface, à cause des défis qu'on a cités, il faudrait simplement que les fermes qui sont à 1 tonne à l'hectare, ici c'est dans des systèmes céréaliers, passent à 2, donc double. En réalité, quand on met en pratique les mesures qu'on a vues, on en verra d'autres tout à l'heure, on ne passe pas de 1 à 2, on passe en général de 1 à 3 ou de 1 même à 4. Donc en fait, on fait plus que 2 fois ce qui est nécessaire. Donc ce n'est pas tellement difficile en fait. Le défi, c'est de le faire partout. Mais si vous pensez à 1 tonne à l'hectare pour des céréales, hein, c'est très très bas. Dans le canton de Vaud, ici, il y avait à une époque le club des 100. C'était les paysans qui faisaient 100 quintaux de blé à l'hectare. Ça fait 10 tonnes. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que c'est un peu une absurdité, parce qu'il faut pousser à mort avec toutes sortes d'engrais. Donc aujourd'hui, on descend, même en bio, on peut descendre à 4 tonnes à l'hectare ou à 3 et on s'en porte très bien parce que le prix est meilleur. Mais donc, vous voyez, la moyenne mondiale, c'est plutôt 3. Et puis, il faudrait en fait que tout le monde arrive à 3 et on pourrait résoudre le problème du nombre de céréales produites, puisque la céréale est une des nourritures principales des humains sur la planète. Hein. Il y a aussi les tubercules, mais en principe, la céréale est devant, avec le riz surtout. Toutefois, on constate que les gains de productivité dans les fermes déjà mécanisées ou qui pratiquent une agriculture où on utilise beaucoup d'intrants, où on introduit beaucoup d'engrais ou de produits pour soigner les plantes, produits phytosanitaires, on a la productivité qui n'arrive plus à augmenter. Donc on a atteint une certaine limite. Donc ce n'est pas tellement là qu'on va produire plus. Donc il ne faut pas penser que ce sont les pays industrialisés qui vont produire plus et puis on va exporter ça dans les pays qui en ont besoin. C'est dans les pays où on est à 1 tonne à l'hectare qu'il va falloir produire 2, 3, 4 fois plus. En fait, c'est chaque continent qui doit se nourrir lui-même. C'est ça le défi. Nous avons donc introduit ces 2 systèmes principaux au niveau de la production mécanisée dans tous les pays industrialisés, avec le labour profond et puis donc l'épandage de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on apprend dans les écoles d'agriculture, bon, moi-même je suis agronome, la plante, il faut la nourrir et il faut la soigner. Et quelque part, on apprend à le faire avec des substances qu'on va apporter à la plante. Donc plutôt que de nourrir le sol, de permettre au sol d'être riche et qu'il puisse nourrir la plante, on va réfléchir en termes de quels sont les besoins de la plante et qu'est-ce que je dois lui apporter. Hein? Au début, on fait toujours un bilan de finure, c'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce que le sol peut apporter, qu'est-ce que la plante va consommer et quels sont les éléments que je devrais compléter. On réfléchit toujours à cette forme-là. Et ça a donné ces pratiques qui, en fait, considèrent à la fin le sol comme une espèce de substrat qui ne sert pas forcément à grand-chose. On peut de toute façon compléter avec des engrais ou traiter en cas de besoin. Donc c'est un peu une autre approche qu'on cherche à avoir maintenant, où le sol redevient vraiment ce qui est nécessaire à la plante et qui lui fournit tout ce dont elle a besoin. Parce qu'à l'extrême, vous avez les tomates hors sol, hein, où en fait, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de terre. On les met dans de la laine de verre, c'est juste pour pas qu'elles tombent. Puis à la rigueur, on n'aurait même pas besoin parce qu'on peut les attacher sur quelque chose qui les tient. Et puis donc, le sol, on n'en a plus besoin. On amène tout par l'extérieur. Donc en fait, il s'agit de sortir de cette réflexion et de revenir à un sol vivant. Quels sont les critères pour que le sol soit vivant? Tout d'abord, un travail du sol respectueux. Si on fait un labour trop profond, chez nous c'est des fois moins grave, on arrive à labourer et à garder la fertilité pendant des dizaines d'années parce qu'on a des sols profonds. Mais si vous faites ça, moi j'ai vu ça au Cameroun par exemple, un gars qui conduisait un tracteur avec une charrue à disque, on utilise des charrues à disque pour pas qu'elles se prennent dans les souches parce que les parcelles ne sont pas complètement dessouchées. Et puis, il roulait comme s'il était sur la route, donc à peu près à 25 à l'heure dans le champ. Et donc, ça faisait une poussière invraisemblable. Et en fait, la mince couche d'humus
la mince couche d'humus qui était présente à la surface du sol était complètement éparpillée, et dispersée par le vent. Et donc, en fait, on se retrouvait avec un sol bien plus pauvre après qu'avant. Et c'était une catastrophe. Hein. Donc, ici, c'est un peu moins le cas parce qu'on a aussi des charrues on les a changées, on les a modifiées, on fait un travail du sol plus respectueux. Mais on voit encore ce genre de situation dans beaucoup de pays. Donc l'idée, c'est de faire le minimum de travail qui ne détruise pas la structure du sol. Hein. En bas, sur le stand, j'ai posé la question à quelques-uns d'entre vous, dans quel bocal la terre est la meilleure? J'ai 2 bocaux là. Et puis, la plupart des gens, ils se trompent. Ils disent que c'est dans l'autre bocal que la terre est la meilleure. En fait, dans le bocal où la terre reste ensemble, l'agrégat reste ensemble, la motte reste ensemble, et qu'il y a l'eau qui est transparente, c'est une bonne terre. Et dans l'autre terre où la terre s'est effondrée, la motte s'est effondrée dans l'eau, et puis que tout est trouble, c'est ça la mauvaise terre. C'est la terre qui a été trop travaillée, qui n'a plus de structure, qui s'effondre. C'est comme un immeuble qui s'effondre et tous les habitants qui étaient dedans sont écrasés, les micro-organismes, etc. C'est-à-dire que dans l'autre, même quand il pleut, même quand il y a des événements, l'immeuble, c'est-à-dire la motte, reste en place et tous les micro-organismes qui sont dedans continuent à vivre. C'est ça une bonne terre, qui contient de l'humus et donc qui est bien collé ensemble. Donc si on fait un travail du sol trop violent, typiquement avec cette charrue à disque dont je vous parlais, que j'ai vue au Cameroun, où on roule à toute vitesse, on va détruire toute cette structure. Le deuxième aspect important, c'est une gestion de la fertilité basée sur les apports organiques. Ça veut dire, si vous mettez du fumier, de la paille, du fumier de poule, des déchets ménagers, du compost que vous avez fait, etc., du BRF, donc des rameaux broyés, etc., tout ça, ce sont des apports organiques. Le contraire, ça serait les apports chimiques. Donc, depuis le début du XXe siècle, avec l'invention de l'engrais azoté à partir d'une formule inventée par un chimiste, on peut apporter ces engrais azotés de façon artificielle, mais ça produit des plantes qui vont faire beaucoup de volume, mais il y a surtout de l'eau dedans. Hein. Si vous regardez les statistiques des légumes en termes de micronutriments, entre il y a 40 ans et maintenant, il faudrait manger parfois 8 fois plus de légumes qu'avant pour avoir le même nombre de micronutriments. Donc on a changé les variétés et puis aussi la façon de mettre des engrais chimiques fait que ça donne surtout des plantes avec qui sont quelque part pas concentrées, quoi. Ça permet aussi, donc les apports organiques, d'avoir toutes sortes d'effets positifs sur la vie du sol. Hein. C'est grâce à ces apports organiques que les micro-champignons vont se développer, les bactéries, etc. Il faut aussi voir que les micro-organismes sont composés, en gros, on peut dire, de 10% de bons micro-organismes, 10% peut-être avec des effets négatifs, puis 80% de suiveurs. Et si vous amenez de la matière organique, vous allez booster les bons, ils vont peut-être passer de 10 à 11%, puis tous les autres vont suivre. Donc tout le système va s'aggrader, va s'améliorer. Tandis que si vous avez des engrais chimiques, par exemple, qui ont tendance à acidifier, qui peuvent, des produits chimiques, par exemple, pour traiter un problème de champignons sur une feuille, ce produit va peut-être aussi se retrouver dans le sol. Et les champignons dans le sol sont hyper importants pour la fertilité, mais ils seront tués parce que vous avez traité la feuille, etc. Donc tout est lié et en n'utilisant que des produits organiques, c'est comme ça qu'on peut maintenir la vie. La protection des sols, ça c'est contre l'érosion. Donc l'agriculteur du Rwanda que vous avez vu dans le film a expliqué comment il mettait des herbes fourragères le long des courbes de niveau dans son champ de bananes. Et ça permet que quand il pleut très fortement, puisque son champ est en pente, la terre ne ruisselle pas, mais elle s'arrête au niveau de cette... soit elle reste sur place parce qu'elle s'infiltre, l'eau s'infiltre, donc la terre n'est pas emportée, ou soit elle s'arrête au minimum là où il y a ces herbes fourragères. Donc la lutte contre l'érosion, c'est aussi quelque chose d'absolument fondamental, et pas seulement dans les fortes pentes. Parfois, une pente légère suffit pour produire de l'érosion. Il n'y a qu'à voir la couleur de la rivière en bas de la pente. Vous avez déjà vu ça? En Afrique, souvent, il n'y a aucune rivière qui a de l'eau claire. Jamais. Toutes les rivières sont brunes, jaunes, toutes sortes de couleurs, mais pas de l'eau claire. Ça veut dire qu'elles sont chargées de terre.
Cette terre ne devrait pas être là. Dans le film qu'on vient de voir sur les Grangettes, il y avait l'eau de je ne sais pas où qui arrivait dans le lac. C'était un affluent du Rhône ou le Rhône lui-même, je ne sais pas, mais ça donnait toute une traînée brune dans le lac. Ben ça, c'est de la terre qui ne devrait pas se trouver là. La terre, elle doit rester où elle est, et l'eau qui est dans la rivière, en bas de la pente, doit être claire. Pour ça, il faut appliquer ce principe de protection des sols. Encore une fois, de manière graphique, donc la difficulté avec en utilisant le travail du sol mécanisé, parfois inapproprié, et les engrais chimiques, c'est donc un appauvrissement finalement du sol, un compactage, et puis une diminution du nombre d'êtres vivants dans le sol, et donc du maintien de la fertilité à long terme. Et puis, je ne dis pas que c'est inefficace à court terme, évidemment. Si vous rajoutez des engrais azotés sur le sol, vous allez voir un effet spectaculaire, que ce soit sur un chou ou bien sur un champ de blé. Donc ça peut être très utile. Mais de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est valable à long terme. Et on n'a pas besoin d'avoir des fois des augmentations de rendement aussi importantes qu'on le dit bien. Comme je disais tout à l'heure, on n'a plus besoin du club des 100, là. On n'a plus besoin de faire des 10 tonnes de blé à l'hectare, ce n'est pas nécessaire. On peut nourrir la planète sans faire cela. Donc, en résumant quelques-unes de ces bonnes pratiques, le travail du sol minimum, la couverture permanente des sols et les rotations ou les associations de cultures, le fait d'associer des plantes entre elles, on a déjà ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. C'est le début de la réconciliation avec la terre, des bonnes pratiques qui maintiennent le sol. Je dis c'est le début, c'est vraiment le minimum vital, parce que ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il y a plein de gens qui font ça et qui utilisent des herbicides, parce qu'il y a le problème des mauvaises herbes, donc on fait ça, mais après, quand on réduit le travail du sol, automatiquement, si par exemple on ne laboure plus sur toute la surface, mais qu'une partie là où on va semer, qu'est-ce qu'on va faire entre les lignes, là où il y a de la végétation qui va rester. Et souvent, donc là, c'est là qu'on utilise les herbicides. Donc là aussi, on fait de la recherche avec des plantes de couverture, etc. Même nos stations de recherche en Suisse travaillent là-dessus. Et avec le temps, on va trouver des systèmes vraiment adaptés. On n'aura plus besoin donc d'utiliser les herbicides. Je vous donne maintenant une deuxième illustration avec d'autres bonnes pratiques. On a déjà vu le paillage, etc. On l'a vu à la fois en Suisse et en Afrique. On va refaire la même chose pour d'autres bonnes pratiques et je termine après. And every morning, and particularly today, and at exactly 4, I get my bicycle, I go to the borehole to fetch water, to water my plants, to water our tree nursery beds, and also enough water for my animals. Yeah, that project is called the tree nursery bed. It is designed in agro project to help us as farmers to integrate our farming with some good species of trees which does not affect
our crops. It is becoming dry every day, every day, every day. And I think it could be the reason that we have cut all the trees down. Agroecology has so many objectives. Objective number one, the biodiversity of the project. Agroecology introduces many enterprises on a farm. Even myself, I was just cultivating only one crop, cereals. I didn't have the dairy project. I didn't have the tree nursery beds. Very soon I'm introducing poultry. So agroecology has so many enterprises that can be carried out on the same farm. As I said, I was a cereal farmer. And we were spending a lot of money to buy chemicals, both pesticides and chemical fertilizers. And if you couldn't go for chemicals and if you don't buy the fertilizers, like DAP, NPK, and the others, there would be no harvest. Now, in this project, agroecology, we have reduced that because now we can make our own organic pesticide. I can make it. We can even make organic liquid fertilizer. C'était un rapport de la FAO qui disait que si le monde entier passait en agriculture biologique, les pays du Nord résoudraient leurs problèmes de surplus alimentaire, de surproduction alimentaire, et les pays du Sud produiraient davantage. Ce que j'ai constaté, parce que dès qu'on a commencé d'enrichir les terres avec du fumier, faire des bonnes pratiques aussi, où c'est très au nord, pratiquer le Zai, donc des petits trous qui permettent de récupérer l'eau et où on met les plantes, les rendements augmentent considérablement. Et si on y ajoute encore ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire le couvert végétal de la forêt, et on y travaille aussi dans notre école, et des haies vives, ça donne une agriculture qui peut encore être tout à fait productive et nourrir ces populations et les faire vivre dignement. Ici, on a un champ de blé. C'est une variété qui s'appelle Florina. Et puis, ben voilà, c'est un champ de blé bio. Il y a quelques mauvaises herbes quand même, mais le blé est là. Avant, il y avait de la luzerne qui a donc amené de l'azote dans le sol. Et puis, on y a mis aussi du fumier ou de l'engrais à base de fumier de poule ou de plumes de poule. La révolution industrielle, comme elle a été pensée, je ne suis pas contre, hein, mais comme elle a été pensée, elle exploite, elle prend et elle ne redonne pas. Pour que la terre vive harmonieusement, on peut prendre et on doit redonner. On peut, sur des surfaces restreintes, faire une agriculture tout à fait productive qui fait vivre le paysan et qui ménage la nature. La star du film, de cette partie, si tu veux lever la main, peut-être, Claude-Éric est là, voilà. Donc, c'est le fondateur de Jetro,
ça n'apparaît pas ici, mais donc il y a le stand en bas, vous pouvez aussi aller voir Claude-Éric et son équipe. Donc paysan, pasteur, etc. Il a de multiples casquettes aussi. Et on a donc donné la parole à plusieurs personnes, à la fois de Suisse et des personnes qui sont aussi paysans modèles ou qui forment d'autres paysannes, paysans dans les pays d'Afrique où nous travaillons. Là, c'était aussi, il est aussi pasteur à côté, donc l'agriculteur Moses de l'Ouganda. Alors, je termine avec un résumé en fait de ce qu'on a déjà vu, juste pour nouer la gerbe. Voilà, donc la première chose, réduire le travail du sol. Vous trouvez sur Internet plein de choses là-dessus, il y a des réseaux qui existent, en Suisse il y a le Swiss No-Till Network qui existe aussi, qui organise des formations pour les paysans qui veulent réduire le travail du sol. Donc juste un exemple, par exemple ici, vous avez, je ne sais pas si c'est un seigle ou quelque chose qui a été mis en automne et puis qui ensuite à la saison suivante est couché par ce rouleau rouge là, et puis comme il se casse, en quelques semaines il va devenir de la paille. Donc c'est comme si on avait mis de la paille, sauf que c'était vivant, ça a poussé après la culture principale. Et puis pour cette nouvelle saison, le semis de la culture suivante est directement au même passage. Pendant le même passage du tracteur, vous avez déjà le semis direct qui se fait à l'arrière. Donc vous voyez, on réduit le nombre de passages, on réduit le compactage et on réduit le travail du sol et on n'a pas de problème de mauvaises herbes parce que vous voyez que ça va faire un paillage très compact et la nouvelle culture va pousser à travers ces tiges qui vont être de la paille. Ça, c'est un peu le cas idéal. C'est pas toujours aussi facile, mais donc voilà, ça existe, on peut le faire. Hein. Ici aussi en zone tropicale avec du coton qui pousse sur une culture précédente céréalière qui n'a pas été labourée. Le deuxième principe, on a vu, c'est ne jamais laisser le sol nu. Ici aussi en zone tropicale, du maïs avec une culture précédente qui fait office de couverture du sol. Ça peut aussi être une couverture vivante. Hein. Comme je le disais, en Suisse, il y a plein de recherches qui se font pour savoir quelle couverture mettre, quel type de légumineuses, par exemple, qui va en même temps enrichir le sol, qu'on va mettre en automne, qui vont couvrir, qui vont maintenir aussi les éléments nutritifs dans la plante, pas être lessivés par quand la neige va fondre, etc. Et puis au printemps, on peut utiliser cette culture comme fertilisant. C'est un petit peu aussi le principe que Claude-Éric a dit avec la luzerne dans son témoignage. Vous avez aussi les associations de cultures. De plus en plus, on peut associer les cultures. Là aussi, la recherche progresse en Suisse, en Europe. On peut associer des plantes qu'on ne pouvait pas associer avant, hein, avec des légumineuses qu'on peut associer à des céréales. Et on peut les récolter en même temps. Et c'est la moissonneuse qui les trie. Avant, on ne pouvait pas trier. Maintenant, on peut le faire. Et puis, en Afrique, par exemple, dans les zones tropicales, on a cette technique très connue. À FH, on fait la promotion. On a plusieurs programmes de promotion du push-pull. Alors, si vous allez sur Internet, vous mettez push-pull, vous trouvez des trucs de fitness. Donc, c'est pas ça. C'est donc, en français, attraction-répulsion. Donc, ça veut dire, on introduit cette plante qui s'appelle Desmodium, qui est une sorte de trèfle, si on veut, qui forme un petit buisson qui peut être pérenne, donc qui peut rester là pendant plusieurs années. Et puis, autour du champ, on va mettre une herbe fourragère. Ici, c'est le Brachyaria. Et puis la plante cultivée qui nous intéresse et qu'on veut favoriser, ici c'est du sorgho, ça peut être du maïs. Et puis grâce à cette association vertueuse, on peut résoudre différents problèmes, y compris une plante invasive, une chenille invasive, on a parlé d'organismes invasifs précédemment. Donc il y a une chenille qui s'appelle la chenille légionnaire d'automne, qui est arrivée en 2016 en Afrique et qui a déjà couvert toute l'Afrique actuellement, en 2 ans, en 3 ans. Donc elle avance à une vitesse vertigineuse et elle peut jusqu'à supprimer toute la récolte de céréales. C'est une chenille qui normalement n'était pas en Afrique et comme en Amérique elle est contrôlée par l'hiver, c'est une chenille d'Amérique du Nord, un papillon d'Amérique du Nord, et en Afrique il n'y a pas d'hiver, donc il arrive à se propager beaucoup plus vite que dans sa zone d'origine, donc il est hyper invasif. Et grâce à cette association, on a constaté que les parfums qui sont produits par le Desmodium et qui chassent
le papillon de la pyrale, c'est pour ça qu'on a inventé cette méthode, marche aussi pour cet autre papillon qui s'appelle chenille légionnaire. Vous voyez, on peut utiliser des méthodes biologiques de contrôle et en même temps, ce desmodium enrichit le sol parce que c'est une légumineuse et en même temps, c'est une plante fourragère. Donc plusieurs effets à la fois. On a vu aussi que l'agroforesterie était très importante. Vous vous rappelez du pasteur Moses qu'on a vu dans le film qui fait sa pépinière à la maison. Il disait, au début, je ne faisais pas toutes ces choses. Hein? La nouvelle façon de se réconcilier avec la terre, c'est aussi de diversifier énormément, pas seulement les plantes sur la parcelle, mais les activités dans la ferme. Et l'agroforesterie, ça marche ici en contexte tropical. Vous pouvez avoir des avocatiers en haut, des palmiers à huile, vous pouvez avoir des maniocs, je ne sais pas, d'autres arbres fruitiers jusqu'au taro en bas, et encore peut-être quelque chose qui rampe. Donc vous avez jusqu'à 4-5 strates, un niveau de végétation dans la même parcelle, et c'est très productif, beaucoup plus productif qu'une monoculture. En fait, on a fait des monocultures finalement pour mécaniser. C'est pas qu'on est fan des champs, j'imagine. Personne, bon, peut-être vous trouvez ça beau, je ne sais pas, un immense champ de colza où c'est exactement la même chose au même endroit partout. Mais en réalité, on a fait ça pour mécaniser, parce que c'était plus simple. Mais en réalité, dans la nature, ça n'existe pas. Et si on veut imiter la nature, on ne peut pas faire ce genre de monocultures qui sont très fragiles. En associant uniquement 2 cultures, on a déjà des effets spectaculaires. Ici, blé et noyer. C'est une expérience assez connue en France, qu'on cite tout le temps, où en fait vous avez une partie de la surface qui est utilisée par les arbres. Bon, ils sont taillés, hein, vous voyez, on ne laisse pas les branches de côté, mais ça permet au bout de 30 ans d'avoir une récolte de noyer, bois d'œuvre, c'est extraordinaire ce que ça peut apporter financièrement. Et puis pendant tout ce temps que le noyer pousse, on fait du blé, et le blé qui ne pousse pas dans la partie où il y a le noyer, est compensé par le fait que le blé qui pousse à côté produit plus que s'il était en monoculture. C'est documenté. Et c'est comme ça pour toutes les associations de plantes, presque toutes. Donc vous avez moins de blé, mais en réalité il produit plus que s'il était seul. On peut aussi favoriser les plantes pérennes, ça c'est un peu un principe qui est repris de la permaculture. Au Moyen-Âge, on avait beaucoup de farine de châtaignes, on avait les châtaigniers en Europe qui étaient une des sources de farine, pas seulement les farines de céréales, donc c'est la farine d'un arbre. Hein. Ça existe encore au Tessin, il y a des spécialités au sud de la France, etc. Donc on pourrait retrouver soit cette plante-là ou même d'autres plantes qui sont beaucoup moins sensibles au changement climatique. Hein. Les arbres sont beaucoup plus résistants s'il y a des aléas climatiques. Là, à gauche, vous avez le jackfruit, le jacquier, c'est une autre plante tropicale qui produit des fruits énormes comme ça sur un arbre, donc sans être trop menacé par les changements climatiques. L'autre bonne pratique qu'on a vue, c'était la restauration des sols par le biais de la lutte contre l'érosion. Vous avez le zaï, vous avez les cuvettes. Le zaï, c'est pas vraiment ce qu'on voit là, mais on le verra après. Donc les cuvettes pour permettre à l'eau de s'infiltrer et pas qu'elle ruisselle. Et puis des choses plus importantes en termes d'investissement, mais qui sont carrément le remodelage de la pente avec des escaliers. Hein. On voit souvent des photos d'Indonésie, mais là c'est au Rwanda, ça existe aussi en Afrique. Et puis ici, voilà le système du zaï, où on creuse des cuvettes dans le désert. Hein. Souvent c'est des terrains où il n'y a pratiquement pas de végétation, parfois quelques épineux, et puis même dans ces situations-là, on arrive à restaurer la fertilité tout doucement, année après année, grâce à ces cuvettes que l'association de Claude Éric fait la promotion et d'autres, donc le zaï. L'utilisation donc du compost, ici c'est la recette qu'on utilise dans les pays tropicaux où on travaille, c'est la recette 40-40-20, c'est-à-dire 40% de produits verts, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément besoin d'être frais, mais coupés jeunes, on appelle ça les produits verts. 40% de produits coupés vieux, donc justement des vieilles pailles ou bien des rameaux, du BRF, etc. Et puis 20% de matière organique d'origine animale qui ensemence avec les bactéries, le reste, et qui permet le compostage à chaud. Et puis aussi, donc,
Normalement, quand on atteint un certain équilibre sur la parcelle, et puis qu'on a mis des arbres, et puis qu'on a mis du paillage, et puis qu'on a mis plusieurs cultures différentes, et puis qu'on n'a pas trop travaillé, tout ça fait qu'en général, on n'a pas de problème. Ou s'il y a des punaises, ou il y a des insectes qui nous posent des problèmes, etc., ça ne va pas toucher plus de 10% du champ, donc on ne fait rien, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si on a quand même une attaque qui déborde, qui atteint plus de 10% des plants, on peut traiter avec des produits biologiques. Alors en Suisse, on a différentes entreprises qui fabriquent ces produits biologiques, on peut les acheter, mais on peut aussi les faire soi-même. Ici, en Afrique, par exemple, avec comme on a vu dans le film, avec une plante Tephrosia ou d'autres. Ici, c'est avec le Nîmes qui est juste derrière. Vous voyez l'arbre, hein, avec ses feuilles qui sont un peu pointues. Et puis, on les pile. Et puis, on fait de la soupe de Nîmes, comme ça. On rajoute du piment. Ça augmente encore l'impact. Et puis, on met ça dans le pulvérisateur. Donc, si vous voyez quelqu'un avec le pulvérisateur, que ce soit au tracteur ou bien à la main, ce n'est pas forcément un produit chimique de synthèse, ça peut être quelqu'un qui a fait son mélange lui-même. On utilise le même outil pour le répandre. Ok, donc voilà, je pense que l'important pour se réconcilier avec la terre, c'est de la toucher, donc mettre les doigts dans le sol et commencer à produire quelque chose. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure, il y avait une majorité de gens qui produisent déjà quelque chose. Même si vous avez un plant de basilic à côté dans la cuisine ou je ne sais pas quoi, c'est déjà le début. Même si vous avez seulement un balcon, même si vous n'avez pas de balcon, il y a des possibilités de produire quelque chose. On peut même avoir des animaux chez soi qui... vous avez vu le vermicompost en bas, donc voilà. C'est possible d'élever des vers aussi qui vont aider à dégrader les déchets de cuisine. Donc on peut toujours commencer quelque part. Et il me semble que le début, justement, c'est de recommencer à être producteur et pas seulement consommateur. C'est une révolution intérieure. Je produis une partie de ce que je mange, même si c'est que les herbes aromatiques, mais je ne suis pas que consommateur. Et ça, à mon avis, ça va faire basculer le tout. Et je pense que c'est aussi une façon pour nous de mieux répondre à notre vocation, d'être quelque part des améliorateurs de la planète. Hein. Quelque part, Dieu nous a donné l'autorité, c'est Dieu qui a dit qu'on devait donner des noms aux animaux. Hein. Dans le monde spirituel, les anges, quand ils désignent une girafe, ils utilisent le mot girafe. Ce n'est pas eux qui ont trouvé le nom, c'est nous. Donc, quelque part, on continue la création que Dieu a commencée. Et on est quelque part dans le 8e jour de la création. Et on continue, on est partenaire avec Dieu. On crée des nouvelles races. Hein. En Valais, il y a des races de chèvres avec le devant noir, l'arrière blanc, etc. Ce n'est pas des chèvres sauvages qui sont comme ça. C'est les humains qui ont créé des races, des vaches de toutes les couleurs, les chiens, etc. Bon, des fois, c'est juste pour s'amuser, mais on peut aussi faire des variétés intéressantes de nourriture. Ça se fait, hein, toutes sortes de variétés de ce qu'on consomme. Et on est appelé à continuer ça et à poursuivre la création en partenariat avec Dieu. Et je vous encourage juste d'être producteur vous-même aussi. Voilà.